Quand on nous parle de développement, quand on nous parle des pays du tiers-monde, quand on nous parle des pays émergents, tout ce discours n'a jamais été élaboré par nous. Jamais. Vous prenez le terme développement. C'est Harry Truman, président des États-Unis, qui pour la première fois va le faire entendre sur l'international le 20 janvier 1949 dans son discours d'investiture à Washington DC. 20 janvier 1949. Avant cela, on n'avait pas entendu parler de développement. Il va parler, lui, du sous-développement que les États-Unis sont prêts à éradiquer en aidant les pays pauvres à aller vers la lumière et vers la richesse. Je vous dis qu'en relations internationales, il n'y a pas de philanthropie. Il n'y a pas d'humanisme et d'humanité comme ça, pour rien. Or, c'est la première fois qu'on entend parler du sous-développement et du développement. Quand on entend parler du tiers-monde, encore, ce n'est pas les Africains qui ont inventé ce concept. Le tiers-monde est un concept qui a été pour la première fois présenté et articulé par l'économiste démographe Alfred Sauvy en 1952. Vous prenez un autre concept qu'on appelle les pays émergents. Là encore, les Africains ne l'ont pas inventé. Pays émergents, c'est une expression utilisée pour la première fois par Antoine Akmael. Akmael, ça s'écrit A-G-T-M-A-E-L. Antoine Akmael. A-G-T-M-A-E-L. Économiste néerlandais, c'est-à-dire hollandais, qui travaille à la Société financière internationale, SFI, donc qui relève de la Banque mondiale. Donc c'est un concept encore de la Banque mondiale et du FMI. Et quand on parle des programmes d'ajustement structurel, parce que c'est dans tout ceci que nous évoluons, c'est dans ce concept que nous évoluons, ces différents concepts que nous répétons à longueur de journée. Programme d'ajustement structurel est un terme dérivé de l'anglais Structural Adjustment Programs, qui désigne la mise en place des réformes économiques, mais écoutez-moi bien, préconisées par la Banque mondiale pour sortir les pays qui en font usage de la crise économique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la remarque centrale qu'on peut tirer de tout ceci, c'est que nous évoluons dans un univers que nous n'avons pas créé, que nous n'avons pas imaginé et que nous n'avons pas conçu. Et ceux qui inventent ces approches ne connaissent pratiquement rien de l'Afrique. Pratiquement rien. Et ils espèrent qu'avec le contexte qui est chez eux, ce qui marche chez eux va également fonctionner chez nous. Et là se trouve tout le problème, parce que ce n'est pas le cas. Je vous donne un exemple simple. Quand vous prenez la Banque mondiale et le FMI, on vous dit « est pauvre toute personne qui a 2 dollars et qui vit de 2 dollars par jour ». C'est bien cela. Est très pauvre toute personne qui a 1 dollar par jour et qui vit avec. Mais dans nos villages, personne n'a 2 dollars par jour. Personne n'a 1 dollar par jour. Comment vivons-nous? Par une toute autre logique. La logique de solidarité culturelle économique. C'est-à-dire le troc. Moi j'ai une chèvre, vous avez un régime de plantain, on échange. Moi j'ai des ignames, vous avez un coq ou une poule, on échange. C'est comme ça que vivent 90% des ruraux africains aujourd'hui. Or, par rapport à la Banque mondiale, ces personnes n'existent pas dans leur typologie, n'existent pas dans leur analyse. Et donc, cette analyse, cette approche de la Banque mondiale est totalement fausse par rapport à nos réalités.
Voilà pourquoi je dis, il faut que nous les Africains, nous nous réveillons et que nous présentions des schémas d'analyse qui correspondent à nos réalités. Parce que pour la Banque mondiale, ce que je viens de décrire, ce sont des zombies, c'est des morts vivants, c'est des gens qui n'existent pas. Parce que ce n'est pas dans leur typologie, c'est-à-dire dans leur classement. Ça, c'est un exemple, et il y en a comme ça des dizaines. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, pourquoi fait-on l'unité, disons, africaine? Moi, je crois que ces choses-là, si on comprend bien un peu le passé, on a eu 5 siècles, je dis bien 5 siècles d'esclavage. On a détruit l'Afrique. Pas de population, etc. Mais on renaît. On a détruit les sociétés. On a fait la colonie belge ici, colonie française, colonie allemande, colonie. On était propriétaires d'autrui. Ils ont pris les choses dans leur musée. Ils ont tout fait. Ils ont pris comme moins de rien. Les nègres, ça ne valait rien. On a souffert tous ensemble du colonialisme occidental. On a souffert tous ensemble de la rapacité de l'Occident. Ils ne veulent jamais nous lâcher. Ils créent les banques mondiales, ils font les aides. Moi, je n'ai jamais vu un pays se développer avec des aides. Qui aide la Chine, qui aide les États-Unis, qui aide la Belgique. Les aides. On va vous appuyer. Appuyer pourquoi? On appuie comment? Bon, maintenant, c'est accompagnement. On veut les accompagnements. Qui accompagne les États-Unis? Qui accompagne la Chine? Qui accompagne l'Allemagne? Et nous, il faut des accompagnements, des séminaires bidons qui les font fructifier, etc. Donc, on nous berne toujours avec le vocabulaire, les concepts d'émergence, développement durable. Mais si un développement ne dure pas, il n'est plus un développement. Il doit durer, il est automatiquement durable, pas la peine de faire la redondance. Donc, je fais un développement qui n'est pas durable et j'appelle ça développement. Non. Un développement doit durer et pour ajouter développement durable. Est-ce que Trump parle de développement durable? On parle de développement. Les Chinois parlent de développement durable. Non. Nous, on nous embrouille développement durable, etc. On dit faites les appuis, on va vous appuyer, on va vous accompagner. Donc tu es là, je t'accompagne. Mais je t'accompagne en faisant quoi? Donc finalement, si nous faisons l'État fédéral, c'est pour la sécurité et la protection du peuple africain. Parce qu'on peut nous atteindre de tous les points. Il faut la protection et la sécurité du peuple, la première mission. La deuxième mission, c'est de faire contrôler les richesses, les matières premières, les richesses maritimes, géologiques, minières et forestières en faveur des peuples africains. Ce qui signifie les administrateurs, les ministres, les présidents, il faut les gâter pour qu'ils ne volent plus. Mais si il n'y a pas de corruption, il y a la loi, etc., est strict pour le peuple africain, pour la jeunesse africaine. Ensuite, créer des grands centres, des grandes universités que vous mélangez. Vous êtes africain, vous êtes chez vous. Vous faites de la licence ici à Kinshasa. Vous faites votre master degré au Kenya, le même système. Vous faites votre PhD au Ghana, c'est le même système. Nous sommes africains, nous ne sommes pas francophones, anglophones, lusophones, hispanophones. Nous sommes africains, parlant toutes ces langues-là, avec notre conscience, etc. Il faut faire aussi, lancer les grands travaux architecturaux, de l'agriculture, la pêche, l'élevage, à grande échelle pour nourrir l'Afrique, etc. Pour nous faire la mer, contrôler l'océan, c'est très important. On ne peut pas laisser la mer à un seul individu qui a tous les ports de l'Afrique. L'import, l'export, c'est les privés africains, l'État africain doit faire ces choses-là. Et ensuite coopérer avec tous les autres. On n'est pas égoïste, on coopère, on travaille avec les autres, mais en toute liberté, en sauvegardant nos intérêts. Je crois que les perspectives sont lancées, c'est clair, vous connaissez ces choses-là, on vous enseigne ces choses-là. On fait que répéter, vous les connaissez, etc. Ça peut permettre un échange, un débat. Ce qu'a dit le professeur Jean-Emmanuel Pondy, et puis, etc. Vous connaissez ces choses-là. Vous avez lu, vous êtes grands, vous êtes des jeunes, pas des jeunes intellectuels, donc ils connaissent ces choses-là. Mais c'est un échange de les points de vue, parce que nous sommes, il y a des problèmes à résoudre, des problèmes importants à résoudre, à faire pour nous qui sommes présents,
et pour les jeunes qui viendront après vous, et pour ainsi de suite. Parce qu'il faut le faire, et il y a une dignité. Il y a une dignité à faire ce qu'on a à faire ici sur Terre. Je vous remercie. Le premier point auquel vous avez intitulé la conscientisation des Africains, personnellement, j'aimerais que vous puissiez l'intituler la révolution des consciences africaines. Révolution dans le sens que si on fait l'état de lieu de l'Afrique, comme vous venez de le faire à travers vos deux exposés, on réalise que l'Afrique est encore au fond, il faut beaucoup d'énergie, il faut un esprit révolutionnaire dans son sens le plus complet pour qu'on puisse arriver à ces projets de l'Union africaine. Au-delà de cela, vous avez développé un certain nombre de concepts qui ne viennent pas de chez nous, notamment les concepts de pays émergents, les concepts du développement durable. Il y a un concept qui m'a toujours fait rire personnellement, c'est celui des États pauvres très endettés. Non seulement on est pauvre, mais on a encore une lourde charge de dette. Et ça, c'est encore la caractéristique de l'emprise de puissance occidentale par rapport au continent africain. Alors, je me pose la première question à laquelle j'aimerais avoir une idée sur votre point de vue. Est-ce que le problème à travers cet ensemble de concepts ne se trouve pas par rapport à la robotisation des acteurs africains vis-à-vis de la robotisation des acteurs africains vis-à-vis de ces puissances occidentales? Comment parvenir à l'Union africaine avec des chefs d'État, des acteurs qui présentent chacun une vision qui lui est spécifique? L'Union africaine renferme des dictateurs, des semi-dictateurs, des démocrates, des semi-démocrates, etc. Mais comment faire une Union africaine? Et là, j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner une idée qui ne peut pas être linéaire de la conscientisation des acteurs. Moi, c'est l'étudiant Mambo Ngimbi, la deuxième année licence sciences politiques. D'emblée, je tiens à remercier les deux orateurs qui ont eu à éclairer nos lanternes sur les différentes problématiques, n'est-ce pas, qui dérangent notre beau continent. Avant que je ne puisse poser ma question, j'aimerais invoquer un auteur, il s'appelle Gérard Prégnier, qui venait de publier récemment un ouvrage, Les cadavres noirs. Il dit ceci: notre aveuglement devant les cadavres noirs des guerres et les malheurs de l'Afrique, hors de la perspective humaine, témoigne du refus occidental de regarder en face le monde dans lequel nous vivons. À cet effet, je tiens à vous poser la question, et voici la suivante. Monsieur le professeur Emmanuel, quelle grille de lecture faites-vous à la lumière de la guerre qui sévit en Éthiopie? Est-ce que cette réalité ne peut constituer une boule de sable dans la machine à ce qui concerne les États-Unis d'Afrique dont vous arrivez à préconiser? Nonobstant, nous sommes sans ignorer que cette réalité est sans doute sévie au Soudan, où il y a eu division pure et simple, les Soudans du Nord et puis les Soudans du Sud. Toujours dans cette lumière des questions, cette fameuse affaire tend à venir dans notre pays, la République démocratique du Congo, même dans votre pays, le Cameroun, le pays d'Amadou Ahidjo. J'aimerais clore en disant que cette même réalité-là tend à rattraper le Sénégal, plus particulièrement soutenu par la fraction de Casamance. Je dis et je vous remercie. Aujourd'hui, le combat est beaucoup plus mental que physique. C'est le mental de l'homme noir qui est aliéné. Comme nous dit l'auteur ivoirien Jean-Marie Adiaf dans son livre intitulé La carte d'identité, l'auteur dit le peuple africain est aliéné. Et pour faire disparaître le peuple, il faut seulement, pour aliéner un peuple, il faut le faire disparaître ses références. Et quelles sont les références d'un peuple? C'est son histoire, sa culture, sa tradition, sa langue, et ainsi de suite.
Ne pensez-vous pas qu'il faut commencer avec le système éducatif pour instaurer des cours à l'école primaire, secondaire et professionnelle pour qu'on l'enseigne aux étudiants, aux élèves, les valeurs africaines, l'histoire des Africains? On peut construire par exemple les États-Unis d'Afrique, je ne refuse pas, c'est un idée que j'ai sali d'ailleurs en passant. Mais est-ce que si le combat est encore mental jusque-là, qu'allons-nous faire pour revenir à cette fin? Maintenant, tout est au niveau de la conscience. Tout est au niveau de la conscience. Et je vais peut-être mélanger un peu, parce qu'on n'a pas trop de temps, hein, mais je vais peut-être mélanger un peu, parce que je vois que tout tourne autour de « on commence par où? On finit par quoi ?» En fait, ce qu'il faut, c'est déconstruire un discours qui est en notre défaveur et qui est construit sciemment pour continuer à nous conserver à perpétuité dans le rôle de consommateur et non de producteur et d'innovateur. C'est ça l'objectif. Dans d'autres laboratoires, l'Afrique a un rôle. Consommer ce qui est produit au nord et remettre à la disposition du nord nos produits pour qu'ils soient transformés là-bas et nous soient revendus. C'est ça le schéma. Une fois qu'on connaît ce schéma, on doit ne pas s'y conformer. Et il ne faut pas demander la permission à quelqu'un. Les Chinois n'ont demandé la permission à personne. Ils se sont organisés, ils ont pris un objectif, ils ont pris les modalités pour atteindre l'objectif et ils s'y sont mis. Aujourd'hui, c'est la première puissance commerciale du monde. Ils ont fait le contraire de tout ce qu'on leur a dit de faire internationalement. Mais ils ont toujours regardé quoi? Leur intérêt particulier. C'est tout. Donc il faut que les Africains arrêtent d'aller demander dans telle capitale, est-ce que ça va? Dans telle autre, est-ce qu'on peut faire cela? Et il faut arrêter l'infantilisation permanente de l'Afrique qui est faite avec notre propre caution. Par notre façon de nous comporter, nous permettons d'être pris pour des enfants. Donc, tout à l'heure, une question a été posée sur la dictature. Bon, voilà des termes qu'on n'utilise jamais pour les autres continents. La dictature. L'exemple de dictature, semble-t-il, serait Mohamed el-Kadhafi. Je dis non. Ce monsieur était, sur le plan politique, quelqu'un qui n'acceptait pas la contradiction. C'est vrai. Mais sur le plan économique, il n'y avait aucun pays au monde comme la Libye de Mohamed el-Kadhafi. Pourquoi je le dis? Et ça, il faut le savoir, mesdames et messieurs. Parce qu'on ne vous le dira pas. Et on va toujours vous entraîner dans des faux problèmes en vous montrant des fausses questions. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Résolution 1973 du Conseil de sécurité, soi-disant pour protéger les Libyens fragiles et faibles, mais curieusement à qui on avait déjà donné des armes, qui avaient été parachutées. Ces civils-là, entre guillemets. La résolution finalement s'est avérée être là pourquoi? Pour éliminer un président en fonction. C'est du jamais vu. C'est extrêmement grave. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le dictateur? Je m'en vais vous donner ce que vous ne savez peut-être pas. J'ai été 4 fois en Libye, pas sous l'invitation de M. Kadhafi, non. Je suis allé là-bas comme membre de l'équipe et chef du service, chef du groupe des experts de l'équipe du président d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, président Thabo Mbeki, sur les questions du Darfour. Il nous a reçus, lui, une fois, mais je suis allé là-bas 3 autres fois. La Libye que j'ai vue, pas qu'on m'a raconté dans un livre, se présentait de cette façon-ci. Tout l'électricité et l'eau gratuite pour tous les ménages libyens. Je vous demande de vérifier tout ce que je vais vous dire ici. Électricité et eau gratuite pour tous les ménages libyens. Le pétrole, c'est-à-dire l'essence, le litre à 0,55 €, c'est-à-dire quasiment gratuit. 0,55 € le litre pour tout le monde.
ce qui est mis à disposition de tous les étudiants libyens qui vont à l'étranger à partir de 1500 $ de bourse chaque mois. Vous n'avez jamais eu de gens qui sont allés comme réfugiés libyens ou former une communauté de réfugiés libyens. Pendant ce temps-là, les étudiants revenaient toujours. Je m'en vais vous donner autre chose qui va vous étonner. Le chômage. Si vous aviez la malchance d'être en chômage, l'État libyen payait à tout chômeur, disons que vous êtes ingénieur, l'équivalent de votre salaire de base d'ingénieur chaque mois, en attendant que vous trouviez un emploi. On vous payait comme si vous étiez déjà en fonction. Ce qui vous manquait, c'était les indemnités de responsabilité et autres. Mais le salaire de base, tous les ingénieurs, tous les professeurs, tous les cadres avaient leur argent. Le PNB par habitant de la Libye, 12 000 $ par citoyen. 12 000 $. La fourniture en eau d'un pays du désert, tout ce que je dis, vous allez noter pour aller vérifier, pour voir que le professeur Bondi ne raconte pas n'importe quoi. Vous allez noter. Fourniture en eau d'un pays en plein désert, par rapport aux ménages, 96% des ménages libyens avaient de l'eau fournie dans leur ménage. 96. En France, c'est 92%. Je termine avec une autre statistique. Chaque ménage libyen, c'était un droit d'avoir un logement, pas une faveur. L'État donnait un logement à chaque ménage libyen. J'ai dit à mes amis libyens que ce n'est pas possible. Ils m'ont dit, professeur, demain, nous irons à la mairie et vous allez voir le mariage auquel nous allons assister, n'importe lequel, vous allez voir comment il va se terminer. J'ai dit d'accord. Bon, avant d'aller à la mairie, j'ai quand même appelé mon épouse. Vous savez qu'aujourd'hui, on est à l'ère du cyberespace. Je ne veux pas qu'elle me voie à la mairie et se demande, mais qu'est-ce qu'il va chercher à la mairie? Il m'a laissé ici. Donc, je l'ai appelé pour lui dire que je serai à la mairie demain de Tripoli, mais pour des raisons essentiellement professionnelles. Je suis allé à la mairie, j'ai assisté à un mariage, et à la fin du service du mariage, le maire a dit, je le retiens encore bien, vous avez demandé dans le dossier que vous avez remis plutôt un appartement qu'une villa dont voici les clés. C'était devant moi, j'ai vu. Donc, voilà la dictature, mesdames et messieurs, dont on nous parle. Voilà le dictateur. Moi, je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir un dictateur comme ça. Le problème de ce dictateur, c'est qu'il s'occupe de sa population. Et il a refusé. Il a refusé de donner le pétrole libyen à ceux qui imposaient qu'on le leur donnât. Il a refusé cela. Voilà son crime. Il arrive le 1er septembre 1969. Il fait le coup d'État. Je rejoins encore ce que disait le professeur Obenga. Il avait 27 ans. 27. 1er septembre 1969. Premier geste qu'il fait, c'est quoi? Nationalisation du gaz naturel. Deuxième geste, il change la quotité pour le gouvernement du pourcentage des revenus pétroliers, qui était à 40%. Il dit à partir de maintenant, ce sera 52% pour la Libye et le reste pour les sociétés. Ce qui est un affront, ce qui est une provocation terrible. Donc ces problèmes n'ont pas commencé en 2011 quand on le tue. Ces problèmes commencent dès 69. On dit celui-là, il va voir s'il ose nous confronter. Donc ce qu'on appelle souvent le dictateur, c'est quoi? La plupart du temps dans ce langage-là, souvent c'est des gens qui ont décidé de se mettre à côté et souvent d'être au service de la population. Qui appelle certains rois d'Arabie Saoudite et du Qatar? On les appelle dictateurs? Personne ne les appelle dictateurs. Or, mesdames, vous ne pouvez pas vous déplacer dans ces pays sans être chaperonné, c'est-à-dire un homme à vos côtés pour aller faire vos courses.
Jusqu'à il y a 2 ans, vous ne pouviez pas conduire une voiture là-bas, mesdames. Bon, on appelle ça comme on veut. Mais je crois qu'il faut faire très attention. Je termine. Parce que j'ai... Alors, la grille de lecture par rapport à la guerre. Mesdames et messieurs, chers étudiants, il faut bien comprendre une chose. La guerre, comme l'aide internationale, sont des outils de contrôle. Il faut bien comprendre ça. Tant que vous êtes en guerre, que vous vous tuez les uns les autres ont toute la latitude de se servir tranquillement. C'est ça. Et on va donc organiser et orchestrer. Oui, vous êtes nés au nord, battez-vous contre ceux du sud. Vous êtes des musulmans, battez-vous contre les chrétiens. Vous êtes les francophones, battez-vous contre les anglophones. Mais mesdames et messieurs, toutes ces distinctions ne sont même pas dans notre culture. Qui parlait le français ou l'anglais ici avant la moitié du 19e siècle? Personne. Dans un pays comme le Cameroun, avant le 4 mars 1916, personne ne parlait ni le français ni l'anglais. Aujourd'hui, on nous dit, vous êtes francophone et vous êtes anglophone, il faut avoir des antagonismes. Pourquoi? Ce sont les mêmes tribus de part et d'autre. Et quand on discutait de ça à Berlin, qui de nous était là-bas? Parmi vos aïeux, vos grands-parents, ils étaient là-bas à Berlin? Non. C'est entre eux qui se sont séparés et appropriés illégalement la terre d'Afrique et le sol d'Afrique. Je répète, illégalement. Et aujourd'hui, on doit se battre. Pour quelle raison? La seule raison, c'est pour créer, en fait, la diversion et du dilatoire pour que continue le pillage. C'est tout. Tant qu'on n'a pas compris cela, nous allons jouer ce jeu morbide et funeste qui sera toujours entretenu et que nous devons nous-mêmes arrêter parce que nous avons compris les ficelles de ce jeu. Nous avons décidé d'arrêter. Un point, un trait. C'est tout. On n'a pas de permission à demander à qui que ce soit pour arrêter de s'entretuer quand même. On ne peut pas continuer comme ça. Être des enfants indéfiniment? Non. Non et non. Donc je dis que quand vous dites qui va le faire, mais c'est vous. Qui d'autre? Ce n'est pas les Martiens qui vont descendre pour arrêter les guerres ici. C'est bien nous. Qui est-ce qui vend les armes? En Afrique, il n'y a que 2 pays qui produisent très très peu d'armes. L'Égypte et l'Afrique du Sud. 98% des armes qui circulent en Afrique viennent des pays qui ne sont pas africains. Je m'en vais vous donner des statistiques. 80% des armes qui circulent dans le monde entier. En Afrique, il y a 500 millions d'armes dites de petit calibre. 500 millions, un demi-milliard. Je dis 80% des armes qui circulent dans le monde entier aujourd'hui ont la nationalité, soyons clairs, ont la nationalité des 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. Vous comprenez bien ce que je dis, hein? C'est-à-dire, ceux qui nous parlent de paix, la seule chose à laquelle on est en droit de s'attendre, c'est une résolution portant interdiction de produire des armes. Pas de les utiliser, mais de les produire. Ils ne le feront jamais. Pourquoi? Parce que le commerce des armes est le premier commerce au monde. Mais pour qu'on continue à produire des armes, il faut qu'il y ait des guerres. Et pour qu'il y ait des guerres, il faut qu'on crée des animosités, des antagonismes. Et il faut qu'on trouve des gens qui ne comprennent rien à tout ce qui se passe. Où sont-ils? En Afrique d'abord. L'autre est différent de toi. Bats-toi contre lui et tue-le. Mais vous achetez les armes où? On ne les produit pas. On achète chez eux. Si vous voulez faire une ferme de 100 hectares, vous n'allez trouver aucun argent. Mais si vous voulez acheter des armes, on va mettre à votre disposition, sous 48 heures, un protocole de prêt financier pour achat d'armes. Ce que je vous dis là, ce sont des vérités.
Si vous voulez faire de l'agriculture ou de l'industrie productive, vous ne trouverez pas d'achat, vous ne trouverez pas d'accompagnement financier, comme disait tout à l'heure le professeur, accompagnement financier ou un appui financier. Mais si vous voulez acheter des armes, il y a plein de structures qui sont prêtes à vous en donner sous 48 heures. Parce que l'industrie des armes doit continuer à prospérer, à fonctionner par tous les moyens. Nous devons donc dire en tant qu'Africains que nous avons compris ce dont il s'agit et qu'à partir d'aujourd'hui, nous refusons de continuer dans ce piège. Voilà de quoi il s'agit. Et quand nous l'aurons fait, nous allons maintenant aussi lancer une autre offensive, c'est celle d'une coopération. Parce que le soubassement culturel est là. C'est ce que disait Cheikh Anta Diop. Nous sommes en fait les mêmes cultures, mais différenciées et déclinées sous différentes formes, c'est tout. Mais on a les mêmes approches, la même cosmogonie, la même relation avec Dieu, la même relation avec notre prochain. Que vous alliez au nord ou au sud de l'Afrique, la manière dont nous traitons l'étranger qui arrive chez nous, la convivialité, c'est une imposition, c'est comme ça qu'on doit faire. Vous comprenez? Dans tout ça, il y a des différences, mais il y a beaucoup de convergences. Donc, quand on veut nous dominer, on montre tout ce qui nous divise et ce qui nous sépare. Comme ça, on peut s'entretuer. Mais en fait, nous devons prendre la dynamique inverse. Appuyer ce qui nous unit. Et ce qui nous unit est plus que ce qui nous sépare. Donc, c'est dans l'école qu'on doit enseigner ça. C'est dans les mass médias qu'on doit enseigner ça. C'est dans les morceaux de musique. C'est dans les pièces de théâtre. C'est dans les écrits. C'est dans tout ça qu'on doit inculquer désormais la nouvelle idéologie. Voilà ce que j'avais à dire. Dans ces choses-là, où on fait ou on ne fait pas, c'est tout, c'est aussi simple. Par exemple, Simon Bolivar, c'est un général, il a libéré l'Amérique du Sud de l'Espagne. C'est un héros. Et il a réuni les États de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud à Panama, au cours d'un congrès. Il a dit qu'il faut faire la fédération des États-Unis d'Amérique du Sud. On parle la même Espagne, la même langue, on est tous espagnols. Même le Brésil parle portugais, ses voisins. On est riche, plus riche que les États-Unis, la forêt, le pétrole, tout ce qu'il faut. Et on a la même religion, on est tous des catholiques, etc. Il y a beaucoup d'atouts. Et nous venons tous de l'Espagne, en réalité. On est espagnols. Faisons l'unité, la fédération. Oh non, c'est trop tôt, on n'est pas prêt, chacun veut être présent chez lui, etc., etc. Et ils n'ont pas fait la fédération. Aujourd'hui, aucun pays de l'Amérique du Sud n'est écouté dans le monde, politiquement parlant. On les connaît quand ils vendent le marijuana, la cocaïne. C'est là qu'on les connaît. Qu'on a attrapé des camions de cocaïne, ce qu'on appelle les narcotrafiquants là. On les connaît dans cette réputation-là, les cartels. Alors qu'ils sont plus riches que les États-Unis. Ils ont loupé, mais ils en sont où? Tous ils vont au Guatemala, ils quittent les États-Unis, dans leur pays, ils vont en Amérique, non? Trump a fait la frontière, il foutait le camp. Allez chez vous. Et à la frontière, le Mexique, ils viennent tout le temps. Il dit, vous venez faire la drogue ici, allez faire ça chez vous. Vous avez refusé. C'est des hommes avec un cerveau. Ils ont pensé, ils ont refusé à l'époque. On peut faire comme on peut refuser. C'est tout, c'est aussi simple. On peut refuser, ça ne fait rien. Restons comme nous sommes, des esclaves éternels. Bon, d'accord, c'est un choix. Ou faisons autre chose dans nos vies, on peut le faire, il n'y a pas de condition. On ne peut pas avoir, j'ai toutes les cartes et je joue joker. Non, je ne connais pas ces cartes. Je joue au hasard. Je joue comme ça, il sort joker. Je suis battu.
Je joue dame maintenant. Il joue. C'est ça la vie. On n'a pas toutes les cartes. Il y a Yomoko et Moninga. Il a ça, je joue ça. Non, on ne peut pas faire. On ne connaît pas. Tout le monde. Voilà l'exemple de Bolivar. Ils ont loupé. Maintenant, il faut le Mercosur. Avec Hugo Chavez, ça ne marche pas. L'Amérique ne veut pas de ces choses-là. Ils cassent ça. Par contre, des jeunes, avec Franklin, ils ont dit, nous venons de l'Europe, c'est la pagaille là-bas. Tu sais, nous sommes un pays jeune. On a tué les Indiens, on a fait les esclaves, on a fait les fermiers. C'est un pays de fermiers, etc. Faisons l'unité, la fédération. D'autres ont refusé. Ils étaient 13. Tu veux, oui, tu veux. Non, moi je ne veux pas. Le Sud n'a pas voulu. Demandez aujourd'hui à la Géorgie, la capitale Atlanta, demandez aujourd'hui à Miami, demandez aujourd'hui à la Caroline du Sud de quitter les États-Unis. Ils avaient refusé, non? Qu'ils quittent maintenant les États-Unis. Ils ne peuvent pas quitter la puissance. Ils ne peuvent pas quitter. Ils avaient refusé avant. Il y a eu la guerre de sécession. Ils avaient refusé avant. Aujourd'hui, on ne fait plus la guerre. Moi, je suis l'RDC, je suis puissant. Je dis, vous, le Gaboto, c'est mieux, on ne veut pas. Je vous casse la gueule, on fait l'unité. Mais on ne fait plus comme ça. On fait la fédération, on fait la constitution des démocrates. Tu vas adhérer, tu lis. Tu adhères, d'accord. Tu as lu, tu adhères, non, je ne veux pas adhérer, d'accord. On ne casse plus la gueule aux gens. Parce que c'est les droits de la liberté des peuples, etc. Donc, où on fait, où on ne fait pas. Mais il faut, dans ce bas monde-là, vous savez bien qu'on ne vous aime pas. Les Chinois ne vous aiment pas particulièrement. Les Russes ne vous aiment pas particulièrement. Les Belges et les Français ne vous aiment pas du tout. Les Anglais ne vous aiment pas. Les Américains ne vous aiment pas. Vous êtes les pays de la merde. Trump l'a dit. On ne vous aime pas. Et vous continuez à dire qu'on ne réfléchit pas à nos problèmes. On ne fait pas nos problèmes. Il y a ça, il y a ça. Mais les conditions ne seront jamais remplacées 100%. On fait avec ce qu'il y a. Personne ne vous aime, ne nous aime. L'Afrique est le continent mal aimé. On vous donne des dettes, je vous aide. Et puis après, je me lève, je dis, oh, c'est les pays les plus pauvres de la terre, les plus endettés. Mais à quoi servent tes aides alors? Je vous aide, puis je me moque de vous. Vous voyez bien que ce n'est pas logique, non? Je vous donne des dettes, je vous aide. Après, je dis que c'est les pays les plus endettés et les plus pauvres de la planète. Et je mets ça dans ta conscience. Comme ça, tu ne peux rien faire. Et ça, vous appelez ça les amis. Vous allez vous émanciper comme ça. Les Chinois viennent pour voir ce qu'ils peuvent prendre. L'Europe, on a bâti l'Europe. Ils n'ont rien. Ils prennent tout ici. Ils ne veulent pas lâcher l'Afrique, etc. Mais s'il y a l'État fédéral, par exemple, on est l'État fédéral, mais il n'y a plus de guerre du Soudan, de ceci qui va faire la guerre. L'armée fédérale intervient. Qui va faire la guerre aux États-Unis? La Californie va faire la guerre aux États-Unis? La Virginie va faire la guerre? Ou le Texas va faire la guerre? Il y a des petits problèmes, on règle comme ça. Des grèves de ceci, on a tué un noir là, des choses comme ça. Mais on ne peut pas faire la guerre. Il y a l'armée fédérale, il y a le Pentagone, il y a l'armée. En Chine, tu vas faire la division, telle province devient indépendante et on quitte la Chine communiste. Mais il y a l'armée chinoise, fédérale, on intervient. Aujourd'hui, on n'intervient pas parce qu'il n'y a pas de fédération. Donc, tu n'auras même pas besoin de visa. Pour un Américain, pour voyager aux États-Unis, il a besoin d'un visa. Pour aller d'un pays, de New York en Californie, il a besoin d'un visa. Pour vendre, tu étudies à New York, tu veux étudier à Wisconsin, tu as besoin d'un visa. C'est ton pays. C'est ça le problème. Le marché, tu vends ce que tu veux, tu te balades sans visa. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'État fédéral. Et l'Union africaine s'amuse à faire un visa. Qui utilise ce visa même? Le passeport, soi-disant. Africain, mais vous n'avez pas d'État. Qui va utiliser ça? Et quel est l'État qui signe votre passeport? L'Union européenne n'est pas un État. Il n'est pas reconnu aux Nations Unies comme État. C'est des trucs qu'on fait comme ça pour imiter la France qui a fait le Schengen. On imite, on imite. À propos de l'Union africaine, on a fait d'abord l'OUA. Les Kwame Nkrumah voulaient faire un État fédéral.
Et il y a une lettre que De Gaulle avait écrite à Kwame Nkrumah. Moi, je le sais parce que Kwame Nkrumah a donné cette lettre à Alioune Diop, présidence africaine, qui nous a montré ça à l'époque, pour le féliciter, pour faire ceci. C'était de faire l'État fédéral avec les salaciers, etc., etc. Bon, on a boycotté ça. Et on a voulu faire l'organisation de l'unité africaine, l'OUA. L'OUA, ce n'est pas un truc politique. Aucun État n'obéit à l'Union africaine, à l'OUA. Au fait, Boigny, Côte d'Ivoire, il va là-bas, il assiste, fait ses discours. Dès qu'il rentre chez lui, en Côte d'Ivoire, il envoie un ambassadeur ivoirien. En Afrique du Sud, Mandela en prison. L'OUA ne le condamne pas, il est libre, il est souverain. Là-bas, c'est un pouvoir administratif, ce n'est pas un pouvoir politique. Aujourd'hui, l'Union africaine que vous dites là, hein, ils ont l'argent de l'Union européenne, donc ils donnent l'argent pour s'amuser, ils donnent l'argent pour contrôler. Faites ça, faites les champions d'Afrique, faites des trucs comme ça, donnez les mandats, faites la renaissance culturelle, bavardez comme vous voulez, et puis ça n'avance nulle part. Allez surveiller les élections qui sont passées en RDC, bien passées, apaisées, et tranquilles. Les élections apaisées. Donc aux États-Unis, les élections sont aussi apaisées. En France, les élections sont apaisées. Il y a que chez vous qu'on dit c'est apaisé. Et ils font des rapports comme ça là. C'est du bidon, vous voyez bien qu'on se moque de nous. Les élections calmes, apaisées, équitables, un tel a gagné, etc., etc. Et puis ils font le rapport. Ils logent dans les hôtels véhiculés, les belles dames qui font le protocole, etc., etc. C'est tout, c'est qu'il n'y a rien de sérieux. L'Union africaine, là, l'Union africaine est contre l'Afrique. C'est contre l'Afrique. Ils font rien de bon, rien de sérieux, etc., à moins que Bruxelles, l'Union européenne dicte. Ils font rien de bon. Et puis on a fait des mauvais choix. On a fait les choix de la SADC, le choix de l'OMOA, les choix de l'Afrique centrale, du UDEAC, des Grands Lacs, les choix de ceci. On a morcelé l'Afrique. Ensuite, ils sont encore francophones, ensuite anglophones. On a morcelé encore. C'est bien qu'on est désorganisé maintenant. Et c'est ça qui plaît à l'Europe. Quelqu'un l'a dit là, on n'a plus d'organisme que n'importe quel État. Hein? On est dans les Grands Lacs, on est dans la SADC, on est dans l'Afrique centrale, on est dans l'Afrique des Grands Lacs ou quoi, des Grands collines, on est dans l'Afrique australe, on est dans les 1000 collines. Et vous ne payez pas les cotisations de ça aussi. Et puis on a vu quelques fonctionnaires là-bas qui grossissent et qui cherchent à construire leur maison, avoir leur retraite. Mais personne ne croit à ces choses-là. Vous faites un État fédéral n'a pas besoin de créer, on va faire la monnaie. Même Mobutu a fait sa monnaie ici, les Zaïre. Un État fédéral fait sa monnaie. On n'a pas besoin de demander la permission. Tu voyages en Afrique comme tu veux. Tu es chez toi, tu fais tes affaires, tu prends possession de l'Afrique en privé ou en public. C'est tout. Voilà nos problèmes. C'est qu'on veut qu'il y ait toutes les conditions générales. Où vous faites avec les risques et ça ira mieux, ou vous ne faites pas. Et l'avenir montrera que vous n'avez pas résolu le problème, vous serez encore plus esclave. Mais aujourd'hui, il faut le faire, on est un peu préparé. Les RDC comme le Togo, c'est un peu préparé, comme le Congo, Petit Congo, c'est un peu préparé, non? Mais demain, quand ça sera ici, hein, chaque rue, il y a des buildings de 50 étages. Ils vont refuser. Ils vont faire l'unité avec vous? Non, chacun se débrouille. Et tout le monde va vous envahir. Et vous allez faire des frontières dans le fleuve, là. Vous allez mettre chaque militaire là-bas. Non, mais oui, mais si vous ne faites pas, ça sera envahi. Il y a tout ici, la richesse, les tout, et vous n'avez pas voulu faire l'unité comme qui a Binomoko, c'est impossible. Par tous les moyens, les gens vont venir et vous serez envahis. Les autres Africains, ils envahissent l'Afrique du Sud, on les tue là-bas, non? Hein? On les tue, les Nigériens et tout ça. On les tue là-bas. Et les Congolais d'ici aussi, en Afrique du Sud. Mais parce que on a fait, vous venez envahir. Vous venez envahir. Les Africains envahissent l'Afrique. Non, c'est l'unité qu'il faut faire et partager ensemble une puissance. Dans ce bas monde, si vous n'êtes pas puissant, vous ne comptez rien, etc. Il faut faire
Si on demande trop, ça devient trop intellectuel. Il y a ça, il n'y a pas d'eau, je ne sais si. Mais parfois, quand tu maries une femme, parfois tu n'as même pas de voiture. Hein. Si tu attends que j'ai une maison à étage, j'ai un gros salaire, je suis bien retraité, je vais me marier, j'ai 4 voitures, c'est un peu difficile. Parfois, tu es simple étudiant, tu te maries. On a vu Mobile, on a vu moi, si tu n'as même pas de boulot encore sérieusement. Tu prends ce risque et tu prends soin de ta famille, tu te contrôles maintenant, tu fais sérieux. Il faut qu'on a ça en bon, que je ne m'amuse plus. Parce que tu as des responsabilités maintenant. Mais si vous faites des responsabilités de faire, on ne fera jamais, rien de bon ne se fera. Il faut avoir le courage, il faut oser. Quand les exemples de la jeunesse que vous avez donnés, ils ont fait, ils n'ont pas demandé la permission. Ils ont cru qu'il faut le faire. C'est important pour l'humanité, pour moi et pour l'humanité. Et c'est vraiment important. On n'a pas toutes les cartes, on le fait quand même. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais si on attend, ça c'est dans une classe, vous êtes boursier, il y a un restaurant, il y a les profs, vous êtes bien logés, et puis bon, on a le temps, vous faites 5 ans, même 10 ans d'université, au lieu d'avancer, vous triplez, quadruplez, vous êtes tranquille, hein, mais c'est pas ça la vie. Il faut faire vite, il faut aider l'Afrique. Il n'y a pas 1000 discussions, il n'y a pas 1000 conditions. C'est l'Afrique, on va faire l'Afrique. Oui, bonjour chers amis. Vous venez d'écouter les 2 interventions des professeurs sur l'état de l'Afrique. Et comme l'a dit déjà un président des États-Unis, les Africains connaissent les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais veulent-ils agir pour changer la donne? C'est la question qui est posée à chacun de nous. Regardez aujourd'hui Assimi Goïta au Mali. Quelle est la situation dans laquelle il se trouve? Regardez Touadéra, Faustin Archange de la République centrafricaine. Et puis, enfin, Mamadou Doumbouya de la Guinée. Ce sont des présidents qui sont dans l'esprit de reconquête du pouvoir, de la transparence. Mais ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Regardez comment Idriss Déby a été éliminé. Qui a levé le petit doigt en Afrique? Regardez comment Kadhafi a été éliminé. Qui a levé le petit doigt? Donc, tous ceux qui ont l'esprit du panafricanisme, vous devez vous regrouper. Nous devons nous regrouper pour soutenir les initiatives. Nous n'allons pas toujours pleurnicher. Nous n'allons pas toujours quémander. Les ressources sont sur notre terre. Les hommes et les femmes sont sur la terre, sur notre continent. Mais nous souffrons tous les jours. Tous les jours, les fils de ce continent meurent dans la Méditerranée. Parce que nos ressources, nous ne voulons pas les gérer nous-mêmes. Je dis, nous ne voulons pas les gérer nous-mêmes. Je ne dis pas, je ne renonce pas à ce qu'on nous a contraints parfois à accepter ce que nous ne voulons pas. Le partage de l'Afrique ne s'est pas fait à Bangui, ni à Cotonou, mais c'est bien à Berlin. Et la situation actuelle, ce qui se passe en Afrique, les pays européens
ne sont pas étrangers. Alors nous, qu'est-ce que nous allons à faire? Qu'est-ce que nous avons à faire pour libérer cette Afrique-là? Nous devons nous unir tous et parler d'une même voix. Sans unité sincère, il n'y aura pas de victoire. Et sans une organisation militaire, vous n'aurez pas de succès. La politique seule ne suffit plus. Pour libérer l'Afrique, nous devons prendre les armes spirituelles, mais nous devons prendre aussi les armes matérielles pour affronter l'ennemi. Mandela l'a déjà dit, tout ce qu'on fait pour vous, sans vous, est contre vous. Donc tout ce qui est fait pour dire aide au développement, tout cela, ce n'est pas pour nous. C'est pour l'intérêt de ces pays-là. Je ne vous dis pas de faire la guerre contre eux. Mais faisons l'économie de la guerre entre nous-mêmes. Ne détruisons pas nos pays parce qu'ils nous partagent des armes. Regroupons-nous, unissons-nous. Si nous sommes unis, nous serons plus forts. Sékou Touré a déjà donné l'élan. Il s'est battu tout seul en 1958. Nkrumah a donné déjà le chemin. Et les jeunes révolutionnaires, Sankara et les autres, ont donné le chemin. Maintenant, à chacun de vous de prendre ce chemin. Et d'abord, unissons-nous pour pouvoir libérer ce continent. C'est possible. Oui, c'est possible, mais il faut faire des actions. Merci.